Pendant 40 ans, j'ai cru que le problème c'était moi. Je ne dis pas ça comme une figure de style, je le dis comme ce que c'était, une conviction profonde, installée si lentement et avec une telle précision qu'elle en était venue à ressembler à la vérité la plus évidente du monde. Que j'exagérais, que je déformais les situations, que j'étais trop sensible, trop instable, trop difficile à aimer, que Bernard, avec toute sa patience, avec tout ce qu'il endurait de ma part, était en réalité celui qui portait le poids de ce mariage. Je l'ai cru pendant 40 ans, et je l'ai cru en tant que psychologue en exercice. Je m'appelle Marguerite, j'ai 80 ans. J'ai exercé la psychologie pendant 32 ans, en cabinet privé, et pendant quelques années, dans un centre d'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité. Pendant des décennies, j'ai écouté des personnes décrire la manipulation, le contrôle, l'érosion systématique de l'estime de soi. J'ai appris à reconnaître les schémas. J'ai écrit sur eux. Je les ai présentés dans des conférences. Et dans ma propre maison, assise en face de l'homme avec qui je dormais depuis des décennies, je n'ai vu aucun de ces schémas avant d'avoir 77 ans, jusqu'au jour où une ancienne étudiante, de 30 ans ma cadette, m'a posé une question qui m'a laissé sans voix. Mais je dois aller lentement, parce que cette histoire ne se comprend pas si on la traverse trop vite. J'ai rencontré Bernard quand j'avais 28 ans et venais de terminer ma formation. Il en avait 34, était architecte, avec cette intelligence qui se révèle dans la façon dont quelqu'un regarde les choses et en parle, cette capacité à entrer dans un espace et à percevoir ce que les autres ne voient pas. Je suis tombée amoureuse de son esprit avant toute autre chose, et ça, ce qui me semblait à l'époque la base la plus solide qu'une relation puisse avoir, s'est avéré être précisément la raison pour laquelle j'ai mis si longtemps à voir ce que j'avais sous les yeux. Parce que les narcissiques intelligents ne se révèlent pas d'un coup. Ils ne crient pas, ils ne brisent pas les choses dans les premiers mois. Ils séduisent, ils construisent. Ils vous font sentir que vous êtes la personne la plus intéressante du monde, que personne ne vous comprend comme eux, qu'en vous, ils ont découvert quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'il leur manquait. Et quand vous êtes déjà à l'intérieur, quand vous avez déjà construit toute votre vie autour de cette personne, l'autre partie commence. L'autre partie avec Bernard a commencé lentement, comme elle commence toujours. La première année de mariage fut, à bien des égards, ce que j'avais imaginé. Nous parlions de tout, nous débattions des idées. Il m'écoutait parler de mes patients avec une attention qui me faisait sentir que ce que je faisais avait de l'importance. Nous avons eu notre fille Sophie 2 ans après le mariage, et cela a apporté une joie qui était réelle, même si elle a apporté aussi autre chose que j'ai mis du temps à nommer. Cela a apporté la première fois que Bernard m'a dit que j'exagérais. C'était une petite dispute, du genre que les mariages ont des centaines de fois. J'avais dit quelque chose, je ne me souviens plus de quoi exactement, et il m'a répondu avec un calme que j'interprétais encore à ce moment-là comme de la maturité émotionnelle, que j'exagérais, que ma réaction était disproportionnée, qu'il n'avait pas dit ce que je croyais qu'il avait dit, et si je l'avais interprété ainsi, c'est parce que j'avais une sensibilité particulière qui parfois me jouait des tours. J'ai laissé passer. C'était une petite dispute. Elle ne méritait pas plus de place qu'elle n'en avait déjà prise. Mais la phrase est revenue. Dans d'autres conversations, dans d'autres disputes, toujours avec ce même calme chirurgical qui la faisait paraître raisonnable. Tu exagères, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu me déformes, tu es très sensible. Et chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que j'avais ressenti ou entendu, Bernard avait une version alternative des faits, si précise,
si assurée, que je finissais par douter de la mienne. Ça a un nom, je le sais maintenant. Je le savais alors aussi, dans l'abstrait, dans les livres et dans les cas de mes patients. Ça s'appelle le gaslighting, la manipulation systématique de la perception de quelqu'un jusqu'à ce que cette personne cesse de faire confiance à sa propre lecture de la réalité. Je le savais dans l'abstrait, dans le concret, dans ma propre cuisine, avec mon propre mari, je ne l'ai pas vu. Et c'est ce que j'ai le plus de mal à expliquer quand je raconte cette histoire, parce que c'est là que les questions fusent. Comment une psychologue avec 30 ans d'expérience n'a pas reconnu dans son propre mariage ce qu'elle aurait identifié en 10 minutes de consultation avec n'importe quel patient? La réponse est à la fois complexe et simple. Elle est complexe parce que le gaslighting soutenu pendant des années produit un dommage réel dans la capacité d'une personne à faire confiance à sa propre perception. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le résultat prévisible d'une manipulation systématique. La recherche le documente clairement, je l'avais lu, j'y avais contribué, et pourtant, le savoir intellectuellement ne m'a pas protégé de le vivre, parce que la connaissance intellectuelle d'un processus n'immunise pas contre le fait de l'éprouver. Et elle est simple parce que personne, absolument personne, n'est formé à reconnaître la manipulation chez la personne qu'il aime, précisément parce qu'il l'aime, parce qu'il veut que la bonne version soit la vraie, parce que l'amour a une capacité extraordinaire à trouver des explications alternatives pour les choses qui font mal. Avec les années, le schéma s'est approfondi. Bernard a construit un récit sur moi qui s'est d'abord installé entre nous deux, puis graduellement dans notre cercle familial proche. Que j'étais émotionnellement instable, que mes réactions étaient disproportionnées, que parfois je disais des choses dont je n'avais ensuite aucun souvenir. Ce dernier élément était particulièrement efficace parce qu'il attaquait directement la mémoire, l'instrument qu'on utilise pour vérifier sa propre version des faits. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je ne l'ai pas dit? Est-ce que je me souviens mal? J'ai commencé à douter de ma mémoire d'une façon qui est devenue constante avec les années. Je tenais un carnet où je consignais les conversations importantes exactement comme elles s'étaient déroulées parce que je ne me fiais plus à moi-même pour m'en souvenir avec précision. Ce que je faisais comme outil de vérification était en soi la preuve des dommages accumulés. Une psychologue tenant un registre écrit de ses propres conversations pour pouvoir se défendre contre son propre doute. Sophie a grandi en observant tout cela, même si à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle était en train de regarder. Elle a eu une adolescence difficile, une relation compliquée avec son père que je n'ai jamais tout à fait comprise, parce que Bernard avec elle était différent, plus prudent, comme s'il savait qu'avec les enfants, il y avait une limite qu'on ne pouvait pas franchir sans conséquences visibles. Sophie a quitté la maison à 19 ans et pendant des années, notre relation a été distante d'une façon qui me faisait souffrir, mais que j'attribuais aux complexités ordinaires entre mères et filles. Je me suis retraitée à 65 ans. Et la retraite, qui aurait dû être un soulagement, est devenue la période la plus difficile de ces 40 années, parce qu'en quittant mon cabinet, j'ai perdu le seul espace où j'étais encore la Marguerite qui savait qui elle était. Dans mon cabinet, j'étais compétente, reconnue, avec un jugement propre. À la maison, j'étais la femme instable qui exagérait et déformait tout. Sans le cabinet, il ne restait plus que la maison. Bernard a remarqué ce changement et s'en est servi. Les remises en cause de ma perception sont devenues plus fréquentes.
les commentaires sur ma mémoire plus insistants. À un moment, il a suggéré, avec le calme qui ne l'avait jamais quitté en 40 ans, que peut-être je devrais voir quelqu'un, un collègue, un professionnel. Pas pour une mauvaise raison, parce qu'il s'inquiétait pour moi. J'étais sur le point d'y aller. Ce qui m'a arrêtée, c'est quelque chose de petit. Une conversation avec Claire, une ancienne étudiante qui avait rédigé sa thèse sous ma direction des années auparavant et avec qui je gardais un contact occasionnel. Nous nous sommes croisés par hasard dans un café, sans plan, et à un moment de cette conversation, Claire m'a demandé comment j'allais vraiment. Pas par politesse, vraiment. Je lui ai dit quelque chose. Pas tout, seulement quelque chose. Je lui ai dit que Bernard estimait que je devrais voir un professionnel, parce qu'il observait en moi des choses que je ne voyais pas moi-même. Que parfois, je me demandais s'il avait raison. Claire est restée silencieuse un moment. Et puis, elle m'a posé quelque chose qui m'a arrêtée net. Elle m'a demandé combien de fois ces dernières années j'avais terminé une conversation avec Bernard en me sentant moins bien qu'à l'entrée. Combien de fois j'étais sortie d'un échange avec lui en doutant de quelque chose que j'avais eu clairement en tête avant d'y entrer. Combien de fois sa version des faits avait remplacé la mienne. Elle n'a pas demandé si Bernard était narcissique. Elle n'a utilisé aucun terme clinique, seulement ces 3 questions. Je suis partie du café et je n'ai pas dormi cette nuit-là, parce que la réponse à chacune de ces questions était la même, toujours, sans exception. En 40 ans de mariage, je n'étais jamais sortie d'une dispute avec Bernard en me sentant mieux qu'à l'entrée. Jamais, pas une seule fois. Je suis retournée à mes propres notes. Le carnet où j'avais consigné des conversations pendant des années, gardé au fond d'un tiroir de bureau comme si c'était quelque chose de honteux. Je l'ai relu avec les yeux de la psychologue que j'avais été, non avec les yeux de l'épouse qui avait appris à se défier d'elle-même. Et ce que j'ai trouvé dans ces pages était dévastateur d'une façon que je n'avais pas anticipée, bien qu'en un sens, j'aurais dû l'anticiper. Tout était là, documenté de ma propre main, dans mes propres mots, sur des années. Le schéma complet, la négation systématique de mes perceptions, la réécriture constante des faits, la construction progressive d'un récit d'instabilité à mon sujet. Tout ce que dans le dossier clinique de n'importe quel patient, j'aurais reconnu à une première lecture. J'ai passé une semaine avec ces notes, à lire, comparer, ordonner, en utilisant exactement les outils que j'avais utilisés pendant 32 ans de pratique professionnelle, mais en les appliquant à ma propre histoire. À la fin de cette semaine, je savais 2 choses avec une certitude que je n'avais pas ressentie à propos de quoi que ce soit lié à ce mariage depuis des décennies. La première, que je n'étais pas folle, que je n'avais jamais été folle, que l'instabilité que Bernard m'avait diagnostiquée pendant 40 ans était sa construction, soutenue avec une cohérence qui demandait une intelligence que j'avais admirée sans comprendre à quoi elle était employée. La seconde, qu'à 77 ans, je pouvais encore choisir. J'ai appelé Sophie. Cette conversation fut la plus longue et la plus difficile que nous ayons eue depuis des décennies. Sophie a pleuré, moi aussi. Il y avait des choses qu'elle avait vues enfant et qu'elle ne m'avait jamais dites parce qu'elle ne savait pas comment. Des choses que Bernard disait ou faisait quand je n'étais pas présente et qu'elle avait portées pendant des années sans vraiment savoir quoi en faire. Et il y avait des choses que je lui ai racontées qu'elle a reçues avec cette combinaison particulière de douleur et de soulagement qu'a la vérité quand elle arrive tard, mais arrive. Je ne suis pas partie de cette maison du jour au lendemain. Cela a pris des mois de conversation avec Sophie,
de discussion avec une collègue de confiance, d'organisation de ce qui devait l'être. Des mois pendant lesquels j'ai continué à vivre dans cette maison avec Bernard, sans lui dire ce que je pensais, ce que quelqu'un qui n'a pas vécu ça peut juger comme de la lâcheté, mais que celui qui l'a vécu comprend comme la seule façon de mener un processus à terme sans qu'il s'effondre avant d'être prêt. Je suis partie à 78 ans. Je suis partie avec une valise, avec mes notes, avec les livres qui étaient les miens, avec Sophie qui m'attendait dans la voiture devant la porte. Bernard m'a regardé depuis le couloir quand je suis sortie. Il n'a rien dit. Et ce silence, après 40 ans, où il avait toujours eu une version alternative de tout, était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais donnée. Je vis seule maintenant, dans un petit appartement qui est exactement de la taille dont j'ai besoin. Sophie vient le dimanche. Nous parlons de choses dont nous ne pouvions pas parler avant parce que nous n'en avions pas le langage, et maintenant nous l'avons. Je me réveille le matin et la première pensée que j'ai est la mienne. Ce n'est pas une version corrigée de ce que quelqu'un d'autre a décidé que je devais penser. Elle est à moi. À 80 ans, j'apprends à faire confiance à ma propre perception des choses. Ça semble quelque chose qui devrait aller de soi, et pourtant, après 40 ans, ça demande de la pratique. Quand je pense quelque chose ou ressens quelque chose, je ne cherche plus automatiquement la version alternative qui l'invaliderait. Je le pense simplement. Je le ressens simplement. Et ça, ce que toute personne qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu tient pour absolument acquis, est encore quelque chose de nouveau pour moi. Ce que je veux vous laisser aujourd'hui, ce n'est pas de la colère. J'ai eu la colère, je l'ai traversée, elle a occupé l'espace qui lui revenait. Ce que je veux vous laisser, c'est ceci. Le narcissisme n'arrive pas toujours avec des cris. Il n'arrive pas toujours avec des coups ou des insultes évidentes que n'importe qui peut nommer. Parfois, il arrive avec le calme, avec une voix raisonnable qui a toujours une meilleure explication que la vôtre, avec une patience qui est en réalité du contrôle, avec une intelligence appliquée pendant des décennies à vous convaincre que celle qui a tort, c'est vous. Et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe qui. Peu importe ce qu'on sait sur le sujet, peu importe le nombre d'années qu'on a passé à étudier le comportement humain, parce que le savoir protège contre les étrangers. Contre ceux qu'on aime, le cœur trouve toujours des raisons de douter de ce qu'il voit. Si quelque chose de ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne en vous, s'il y a une voix dans votre vie qui a toujours une meilleure version des faits que la vôtre, si vous sortez de certaines conversations en vous sentant plus petite qu'à l'entrée sans vraiment savoir pourquoi, vous n'avez pas besoin d'un diagnostic clinique pour prendre ça au sérieux. Faites confiance à ce que vous ressentez, même si quelqu'un vous dit depuis des années que vous ne pouvez pas. J'ai mis 40 ans à le faire. Vous n'avez pas à mettre autant. Est-ce que quelqu'un dans votre vie vous a jamais fait douter de votre propre mémoire ou de votre propre perception des choses? Avez-vous jamais quitté une conversation en vous sentant diminuée, plus petite qu'à l'entrée, sans pouvoir expliquer exactement pourquoi? Dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans tout ça.